Merci Gilbert. Je passe donc la parole à notre amie Françoise Laborde. Donc Françoise Laborde, sénatrice de la Haute-Garonne, une terre de laïcité, une terre historique de la laïcité. Françoise qui a eu divers mandats locaux puis nationaux dans ce département et qui par ailleurs est la présidente d'EGAL, une des associations laïques féministes européennes avec laquelle nous avons des liens étroits et amicaux. Françoise va donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, aborder d'une part avec une casquette d'expert, mais d'expert politique, la question du rapport de la laïcité, du rapport des élus locaux à la laïcité, avant, au nom du mouvement radical, de nous en dire un peu plus sur la laïcité au sein du mouvement radical. Françoise, tu as la parole. Merci, cher Jean-Pierre, merci à vous tous les organisateurs et à ceux qui ont réussi à braver les barrages pour arriver jusqu'ici. Tout d'abord, un petit propos liminaire sur ma voix, parce que je tousse beaucoup et je vous prie de m'en excuser. Donc, oui, le mandat des élus locaux fait peser sur leurs épaules la responsabilité de représenter les électeurs. C'est pas à vous que je vais dire que même si on a été élu que par une partie de la population, on devient maire de tous ou adjoint ou conseiller municipaux de tous. Et ils représentent vraiment, ça leur donne une légitimité démocratique. Donc ça leur confère aussi une mission. Être les garants de la République et de ses valeurs sur l'ensemble du territoire, en plus de toutes les questions d'égalité, d'accès à la culture, aux services publics de proximité, d'aménagement du territoire, d'assainissement des eaux, et je vous en passe, de transport scolaire, d'état civil. Et la liste pourrait être très longue. Mais si on prend chaque point, et vous en parliez tout à l'heure par rapport au social et aux services sociaux, etc., chaque point se retrouve en face des problématiques de laïcité. Oui, les élus locaux donc sont au cœur de cette vie citoyenne, en première ligne donc pour organiser la vie de la cité conformément aux valeurs républicaines. Si la population s'est pleinement appropriée, je l'espère, le triptyque liberté, égalité, fraternité, l'une des raisons pour lesquelles les élus locaux ont parfois du mal à faire respecter la laïcité, c'est qu'ils ne connaissent pas souvent, ou très mal finalement, la loi de 1905. Si l'apprentissage du contenu et la mise en œuvre des dispositions de la loi de 1905 a été engagé par tous les services publics, et notamment celui de l'éducation nationale, il doit encore s'accélérer dans nos collectivités territoriales, qui sont interrogées par des demandes, donc ce que je vous disais tout à l'heure, très concrètes des populations dans leur vie quotidienne, demandes parfois contradictoires, bien sûr. Et donc, si un effort de formation et de pédagogie a été engagé dans la fonction publique pour davantage former les agents publics, y compris dans la fonction publique territoriale, beaucoup reste à faire du côté des élus. Et c'est, je crois, là un problème qui est toujours existant. C'est pourquoi donc je salue et je remercie le CLR d'avoir rassemblé ici les représentants des partis politiques dont sont issus nos élus locaux pour connaître leurs intentions et leurs ambitions programmatiques sur ces questions. Je dirais que cette question a rarement été posée dans sa globalité, la laïcité n'émergeant jamais dans la programmatique électorale, tout du moins avant les attentats dont notre pays a été frappé en 2012 et en 2015. C'est seulement depuis cette date que, face à une menace frontale comme notre modèle ouvert de vie en société, a émergé dans le débat public l'urgente nécessité de se réapproprier et de revendiquer nos valeurs républicaines universelles de liberté, d'égalité des droits, de fraternité, mais aussi de laïcité dont découle la liberté d'expression, de droit de croire ou de ne pas croire, l'égalité entre les femmes et les hommes et la liberté à disposer de son corps. Je reviendrai un petit peu sur l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est vrai que serrer la main, avoir le droit de sortir, c'est une chose. On avait fait au Sénat un rapport sur femmes et laïcité. Je vous le fais court, le titre était beaucoup plus long. Et c'est vrai qu'on s'est demandé, est-ce que c'est la laïcité qui permettra l'égalité entre les hommes et les femmes, ou est-ce que c'est
une partie de cette liberté et d'égalité que nous revendiquons, qui a une influence positive sur l'application de la laïcité. Je crois que ça reste une question. Les élus locaux, ce sont 35 440 maires et environ 580 000 élus locaux, véritables contingents républicains présents sur nos territoires. Donc leur mandat leur confère cette responsabilité démocratique, mais je pose la question, quelle est leur formation à ce sujet ? Je voudrais citer donc les travaux de la délégation aux collectivités territoriales du Sénat, qui a réalisé en 2018 un travail très circonstancié sur le thème, pour faciliter l'exercice des mandats locaux, dont il ressort une profonde crise de vocation, mais sur beaucoup de sujets, parce que la gestion du quotidien pour le maire et son conseil municipal, c'est de plus en plus compliqué. Donc il est vrai qu'il y a des responsabilités liées à l'exercice des mandats locaux qui n'ont cessé d'augmenter au fil des réformes, de l'organisation territoriale, des plus en plus techniques. Les conditions d'exercice du mandat d'élu local ne font plus guère rêver, pire, elles inquiètent. Et j'ajouterais que c'est particulièrement vrai en ce qui concerne les conditions de l'application de la loi de 1905 devenue si sensible. Ce contexte peut aussi expliquer pourquoi, parfois, le clientélisme et la recherche de solutions de facilité prennent le dessus sur la recherche de l'intérêt général. C'est ce que j'appelle les accommodements déraisonnables. Ils assurent d'être élus ou réélus, ou garantissent ce dont on parlait tout à l'heure, la paix sociale sur les territoires, où le plus souvent, la présence des services sociaux ou services publics de proximité a disparu ou s'accommode. Alors c'est vrai que c'est une réalité dans le cadre du mandat d'élu local, car c'est frontal. Et un élu qui reçoit un électeur, qui est devenu un citoyen, un concitoyen, répond une chose, et puis une semaine après, il a un rendez-vous avec quelqu'un d'autre qui lui pose ou la même question, mais qui n'a pas du tout envie d'entendre la même réponse, ou une question contradictoire, et où l'élu qui était clair dans ses pensées, dans ce qu'il pouvait répondre en tant que maire, répond quelque chose de différemment. Donc soit c'est parce qu'il n'a pas du tout forgé donc ses convictions de façon suffisante pour avoir des réponses identiques pour les mêmes questions, ou soit il se dit « Ah bah oui, mais peut-être que mon mandat arrive à sa fin, est-ce que c'est important que ce monsieur ou cette dame qui est président d'une association enfin, je veux dire, voilà, c'est quand même, on l'a entendu, on l'a vécu, choisit telle ou telle réponse ». Ou simplement, je vous dis, parce que il n'a pas pu. Vous savez que, enfin, vous ne savez pas, je ne tourne pas toujours cette fois ma langue dans ma bouche avant de répondre. Je suis un peu caractérisée pour être un peu brusque, et malgré tout, sur ce sujet, j'ai appris à le faire parce que je pense qu'il faut garder une distance entre ce qu'on pense personnellement et ce qu'on peut penser ou dire en tant qu'élu de la République, en tant qu'élu national, en tant que présidente d'une association donc égale, et je voulais juste traduire Égalité et Laïcité Europe, qui fait partie donc du collectif des associations laïques. Donc je pense que un élu qui n'a pas cette formation, moi j'ai fait des formations justement dans le cadre du conseil départemental de la Haute-Garonne, etc., il n'a pas le recul suffisant. Et donc, il dit des choses qui pourraient ne pas plaire. Ensuite, on a quand même, et je vais vous passer parce que je ne vais pas tout énumérer, on a quand même des choses qui ont été bien faites par l'AMF, qui s'appelle, c'est un vade-mecum qui avait été publié, donc je pense que tu mettras le lien aussi sur le site du CLR. Des amis ont travaillé là-dessus. Je trouve qu'il est sorti quelque chose de clair, puisque chaque texte est repris avec des exemples concrets. Je peux quand même dire qu'à cette époque, l'AMF n'a pas traité de la gestion des lieux de sépulture, des lieux de culte et du patrimoine cultuel en disant que ça viendrait parce qu'il n'avait pas encore assez travaillé là-dessus. Et donc, je vous donnerai aussi le lien qui ira vers le guide rédigé par ma collègue Nathalie Delattre, qui est sénatrice de Gironde, puisqu'elle a repris
ce qui était dans le vade-mecum de l'AMF, mais elle y a rajouté donc toutes ces parties, sépultures, lieux de culte, puisque c'est quand même le quotidien de nos maires. Je crois qu'on se retrouve, donc on a parlé de la Guyane, puisque c'est un territoire français. On oublie quelquefois, donc on a parlé du Concordat en Alsace, on a parlé Alsace-Moselle, on a parlé de la Guyane, on pourrait parler de Mayotte. Donc je ne vais pas non plus vous faire toutes les déclinaisons des régimes dérogatoires, qui sont quand même très gênants. Parce que ça veut bien dire, et je rebondirai sur cette idée de différenciation dans notre Constitution. Cette différenciation dans la Constitution pourrait avoir des choses positives. Je pense là, en tant qu'élu d'un département où il y a une différence de territoire entre des communes et des secteurs où il y a une vraie ruralité, où il y a la métropole. D'autres me diront, attention, il peut y avoir des différenciations au niveau de la montagne, au niveau... Et nous le voyons dans chaque loi que nous votons. Normalement, il y a une application qui doit être la même sur tout le territoire de la République, mais dans les décrets, il y a des dérogations et des différenciations. Donc moi, différenciation, je l'ai entendu comme ça. Mais c'est vrai que si on l'entend autrement, et donc par rapport à la laïcité, par rapport à un certain nombre de choses, ou par rapport à des territoires comme la Corse, je ne reviendrai pas là-dessus, par rapport à la langue qui est la langue de la République, c'est le français. Moi, quelquefois, bien que je sois des Hauts-de-Garonne, bien que je sois de la région Occitanie, on me reproche de ne pas être suffisamment pour la défense des langues régionales. Je peux les défendre, je les défends, mais je défendrai toujours en priorité le français, parce que c'est la langue de la République. Donc cette différenciation, il faudra qu'on y soit très attentif. Bien sûr, on a parlé de l'école privée. Donc, un maire qui a une école sur son territoire public, bien sûr, il la gère avec les règles qu'il connaît bien, parce que ça, quand même, les écoles maternelles, primaires, elles sont gérées, conseil départemental, les collèges, enfin... Le problème, entre guillemets, ce sont les écoles privées. Alors, quand je dis c'est le problème, bah oui, tu l'as dit, Patrick, merci la loi Carle. Donc, nous avons eu quand même, il y a... Le temps passe vite, je vais peut-être dire 2-3 ans, puisque dans nos attributions au Parlement, nous devons faire du contrôle législatif. Il y a eu un contrôle de l'application de la loi Carle par un sénateur ami, socialiste. Et j'ai envie de dire, sur ce coup-là, ça n'a plus été mon ami, puisque la conclusion de ce rapport, ça a été de dire non, mais finalement, ça coûte pas grand-chose, c'est pas grand-chose, c'est pas grave, on peut la garder, la loi Carle. Voilà. Donc, alors, dans ce que je voulais dire par rapport à l'électoralisme, c'est ça. C'est que quand on est au pouvoir, puisque là Hollande était encore au pouvoir, on rétropédale. Je suis vilaine, donc j'assume. Nos amis socialistes n'ont jamais été aussi laïcs que depuis qu'ils sont plus au pouvoir. Mais c'était pareil pour d'autres. Et ça sera peut-être pareil pour En Marche, je ne sais pas. L'avantage d'un petit parti politique, et j'en parlerai après, ça a souvent des inconvénients au quotidien. L'avantage, c'est quand même de pouvoir réfléchir tout seul sans se dire je dois voter comme le parti majoritaire. Et ça, c'est quand même un avantage, parce qu'en effet, moi, j'ai attendu longtemps la promesse 46 de François Hollande. J'en ai peut-être attendu d'autres, mais celle-là, c'est sûr que je l'ai attendue. Ensuite, juste pour revenir sur les élus locaux, juste un petit exemple de ce qui s'est passé, par exemple en Haute-Garonne, puisque là je vous parle un peu avec des exemples concrets de chez moi. L'été dernier, 2 élus toulousains ont fait le buzz. Pourquoi ? Parce qu'ils participaient à un office religieux à Lourdes, le 15 août, jusque-là ça ne me gêne pas, arborant leur écharpe tricolore. Donc ils étaient bien sûr en infraction complète avec la loi de 1905, et surtout avec le décret du 18 décembre 2000 qui explique bien ce qu'un élu doit faire ou ne pas faire sur le port de l'écharpe. Eh bien, ces élus, donc, ont porté l'écharpe, et quand on leur a demandé, bon, je passe leurs convictions, etc., mais ils ont dit que de toute façon, ils ne connaissaient pas ce décret. Voilà.
Ce que je peux croire, ces deux-là, je suis pas sûre qu'ils ne le connaissaient pas. Mais si on interroge un certain nombre de maires, d'élus que nous côtoyons au quotidien, ils ne connaissent pas ce décret. Donc, la formation est importante. La restauration scolaire aussi, mais ça c'est pareil, on en parle à chaque colloque, on le redit à chaque fois. C'est un sujet qui cristallise les interrogations des élus vis-à-vis du principe de laïcité. Donc il y a des choses qui sont claires, il y en a peut-être qui sont un peu moins claires, mais les communes sont touchées par une recrudescence des contentieux en la matière. L'article 72 de la Constitution prévoit donc un certain nombre de choses, que dans les conditions prévues par la loi, les collectivités s'administrent librement par des conseils élus et disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences. Alors c'est vrai que ça leur facilite pas la tâche, parce qu'on les laisse un peu dans la nature. C'est le même problème pour les accompagnateurs scolaires. La circulaire Châtel était assez claire. Le Conseil d'État fait un coup oui, un coup non. Je vous dirai pas tout le bien que je pense du Conseil d'État, parce que tous les jours, c'est dimanche. C'est vraiment, alors là, Conseil d'État une semaine et la semaine suivante et la semaine suivante, c'est jamais le même avis. Et ben là, c'est pareil. C'est-à-dire qu'en fait, on leur dit, vous avez une certaine liberté pour gérer. Bon, et ben, ça aide. C'est vrai que ça aide. Ça donne envie d'être élu. Donc, il y a des choses qui se passent et c'est pour ça que moi, quelque part, je suis contente que la restauration scolaire, sans plus d'aide vers les maires et leurs conseils municipaux, ne soit pas une compétence obligatoire, puisque c'est un service que vous avez pratiquement dans toutes les communes. Mais le fait que ce ne soit pas obligatoire comme l'école, ça permet encore que le conseil municipal puisse prendre certaines décisions à condition qu'elles ne soient pas discriminatoires ni dans un sens ni dans l'autre. Par rapport à l'école privée, ce que je vous ai déjà dit, c'est quand même qu'il y a un certain nombre de milliards d'euros, 7 milliards d'euros, auxquels on ajoute de 3 à 5 milliards versés aux collectivités locales, donc soit plus de 10 milliards auxquels s'additionnent tous les versements complémentaires négociés à chaque nouvelle concession. Et oui, parce que les écoles privées, elles vont dans les gymnases, bien sûr, elles vont partout, puisque c'est dans les règles établies et obligatoires. Et j'aime beaucoup quand Eddy Caldi dit qu'il existe un authentique concordat scolaire. Je crois que ça veut bien dire ce que ça veut dire. D'autres dérives, je vais, pour pas être trop longue, je préfère répondre à des questions. Si, quand même, il y en a une, je peux pas la rater. C'est la dernière, le Conseil de la ville de Paris, où un groupe d'élus écologistes avait formulé un vœu, heureusement retiré, pour la création de créneaux non mixtes afin de permettre aux femmes qui en auraient besoin de reprendre confiance dans les installations de sport. Si le but affiché était bien de lutter contre les inégalités de genre, je ne peux qu'en retenir la maladresse. La non-mixité comme argument féministe, c'est ce dont on parlait aussi tout à l'heure. Il faut que la pratique du sport en non-mixité, si elle peut répondre pour certains à des idéaux féministes, est également, je vous le rappelle, une revendication constante des salafistes. Donc je pense que vraiment les élus pourraient avoir une formation simple et claire, comme il peut y avoir donc dans les collectivités territoriales vers les fonctionnaires territoriaux. Et après, on peut se poser un certain nombre de questions, mais je rebondirai peut-être avec la casquette PRG. Je voudrais quand même vous dire aussi les subventions, puisque je vous parlais de Paris. Les subventions aux crèches Lubavitch, par exemple, me restent en travers, je suis désolée. Parce que elles sont quand même... c'est Chirac, je sais pas, mais ça pourrait être Hidalgo qui supprime. Pardon, d'être aussi... Voilà. On a encore un certain nombre de choses où les maires, et c'est là qu'on voit qu'ils n'ont pas de formation, donnent rendez-vous sur leur carton d'invitation, et quand je dis rendez-vous, je suis mignonne, pour les 8 mai et 11 novembre à l'église. Parce qu'il y a encore une messe avec les anciens combattants, etc. Mais tout ça, je veux dire, moi, ça me gêne pas, du moment que c'est pas sur le carton, parrainé par le maire et le conseil municipal, etc. Et j'ai des exemples concrets où des maires me disaient, mais Françoise, on n'a plus d'écoles qui viennent. Tu sais, les enseignants, ils lâchent l'affaire, ils veulent pas amener les enfants.
Je lui dis, mais mon pauvre monsieur le maire ou ma pauvre madame le maire, tant que tu convoqueras et que tu donneras rendez-vous à l'église, je lui dis, l'année prochaine, essaye de donner rendez-vous au monument aux morts. Ben, je vous jure que ça marche. Les enseignants sont revenus et les élèves aussi. Ou à la mairie, bien sûr. Merci Françoise d'avoir ainsi ouvert le chapitre dont j'espère qu'il n'est pas juste une boîte de Pandore de la relation des élus avec la laïcité. On pourrait citer tant d'autres problèmes, particulièrement dans les banlieues, en termes de pression appliquée par les associations, parfois les plus intégristes dans tous les domaines. Je te propose de dire quelques mots rapidement sur la position du mouvement radical en matière de laïcité comme nous l'avions prévu, peut-être un peu plus rapidement que prévu si tu le peux, sachant que pour le coup peut-être que dans ce parti ça devrait aller plus vite parce que dans ce parti c'est peut-être assez clair. Je te laisse la parole. Il y a une histoire au moins, voilà. Je dirais que oui, nous radicaux, alors là je dis en tant que parlementaire, membre du parti radical de gauche, puisque notre mariage est récent, il faut que je vois au niveau comment ça va se passer, mais bon, si on s'est marié, c'est qu'on avait quand même pris quelques précautions d'usage. Je crois qu'il y a un travail de fond, et quand on parlait tout à l'heure de l'ancien monde et que tu as fait une petite pirouette de conclusion que j'ai beaucoup appréciée sur les matériaux que pourrait utiliser En Marche, je reste convaincue que justement nous sommes des matériaux solides au Parti radical de gauche. Voilà. Et même si, en tant qu'individu, de temps en temps, il peut y avoir des prises de position, je veux dire que globalement, sans se lancer trop de fleurs, on tient la route. Mais ça n'empêche qu'au quotidien, parce que l'exemple du maire qui mettait le rendez-vous à l'église et non au monument aux morts ou à la mairie, c'était un radical de gauche. Parce que entre ce qu'on dit depuis des années qui est dans notre ADN et qu'on n'applique pas parce que on est dans son train-train et puis que les anciens combattants ils ont dit messe à l'église et on y va quoi. Donc ça prouve quand même que la réflexion au quotidien, et quand le député Chiche disait il faut peut-être réinterroger parce que sinon ça s'érode, oui, mais on a déjà de quoi de s'interroger tout en prenant la loi de 1905 et en se disant comment est-elle appliquée et suis-je moins en capacité de l'appliquer. Donc pour moi, c'est ça l'interrogation, mais comme il est parti, je veux pas insister là-dessus, mais c'est ça la vraie interrogation. Donc au niveau des radicaux de gauche, c'est vrai qu'on a fait un certain nombre de choses, puisque par exemple, aux dernières élections municipales, il y a eu un travail fait sur une charte de la laïcité. Et elle a été justement intéressante parce qu'elle proposait un support pédagogique à destination des candidats, mais surtout, elle a montré que finalement, quand on l'a proposé à nos élus, futurs élus radicaux, certains ont tiqué pour la signer, parce que on avait été trop. Puis trop, c'est trop. Donc, vous voyez, même chez nous, des fois, trop, c'est trop. Puisque c'était, assurer la liberté de conscience et garantir le libre exercice des cultes au sein de sa commune, voilà. Ne reconnaître, ne salarier, ni subventionner aucun culte, et donc ne privilégier ou discriminer aucune religion, ça fait partie aussi. Respecter et faire respecter la loi de 1905 par les fonctionnaires, les élus, et tous les établissements dépendants de ma collectivité locale, parce qu'on a les établissements justement médico-sociaux, les activités sportives, culturelles, périscolaires, et ça fait partie des compétences. Afficher la charte de la laïcité dans les services publics, et je dirais tout simplement dans les mairies, parce que si vous rentrez dans n'importe quelle mairie, vous chercherez la charte de la laïcité. Moi, je me suis amusée puisque en tant que parlementaire, je vais rendre visite à mes maires, puisque élus au Sénat. Je peux vous dire que je l'ai cherché souvent, très souvent, et pas chez les radicaux, mais chez d'autres aussi. Et ensuite, mettre en place un conseil de la laïcité. On incitait en disant que c'était important. On avait rajouté célébrer les mariages entre personnes de même sexe.
Ça, je peux vous dire que ça a fait tiquer parce que certains maires l'ont filé gentiment à certains adjoints qui acceptaient de le faire. Et célébrer des parrainages républicains à la demande de la famille, ce qui est quand même ça assez facilement fait par les uns et les autres. On invitait aussi les élus à instaurer des événements pour la célébration de la journée de la laïcité et d'être vigilants aux atteintes à l'ordre public par rapport justement à certaines prises de position. Donc j'ai envie de dire, moi en tant qu'élu radical de gauche, malgré tout, bien que j'ai des amis qui étaient élus ou pas élus à ce moment-là, sur les prises de position ou les textes de loi que j'ai essayé de mener. Je crois que sur les crèches et sur la crèche Babilou, ce texte qui est passé au Sénat n'a pas continué son chemin à l'Assemblée nationale. Il n'a pas été repris par les socialistes. Bien sûr, c'était pas le moment, vous savez bien, quand on est élu, ce que je disais tout à l'heure. Maintenant, il n'y a pas de souci, ils sont plus élus. Mais quand on est élu, donc dans la majorité, je parle, c'est difficile de prendre un texte qui pourrait... c'est pour ça que je suis étonnée qu'En Marche, je ne sais pas s'ils iront jusqu'au bout de la révision, mais ça, bon, ça reste un avis personnel. Mais ça n'a pas été repris par mes amis radicaux. Et ça, je l'en aurais voulu un petit peu, donc je peux le dire, parce que vous savez que donc si ce n'est pas un texte qui vient du gouvernement, c'est un texte qui vient d'un parti politique ou d'un groupe politique, ou au Sénat ou à l'Assemblée nationale, et ça passe dans ce qu'on appelle des niches parlementaires. On n'en a pas tellement, il faut essayer de les utiliser à bon escient, et là, je l'ai gardé là longtemps. J'ai quand même été sauvée, parce qu'il faut dire les choses, et je vais finir, par Madame El Khomri. Lorsqu'il y a eu la loi sur le travail, elle a mis dans ce texte, elle a accepté l'amendement sur le règlement intérieur. Et donc, par le biais du règlement intérieur dans les entreprises, même si donc là je me suis pas fait que des amis parce que ça pouvait toucher, soi-disant, les syndicats, enfin un certain nombre de choses, ça a permis de sauver et qu'il n'y ait plus d'autres Babilou dans le cursus de cette jurisprudence. Parce que Cadenne et Bianco, à l'Observatoire laïcité, m'avaient dit « Mais non, mais puisque juridiquement, ils ont obtenu satisfaction, il n'y a plus de souci. » Eh bien si, il y a un souci. Ça veut dire qu'il faut recommencer. Il y a une autre crèche Babilou demain, il faut repasser tout le cursus. Grâce à cet amendement que Myriam El Khomri a porté avec force, et il y avait aussi Glavany à l'époque, et quelques autres, hein, bien sûr, et des radicaux de gauche, cet amendement a pu rester dans le texte et aboutir. Donc là, voilà. Mais je peux vous dire quand même que c'est pas toujours évident, et je pense que on a encore du travail. Voilà, après je répondrai aux questions parce que sinon on peut partir sur beaucoup de choses et c'est pas le but. J'ai envoyé un texte qui est beaucoup plus carré, construit, donc entre le texte... Que vous trouverez sur voilà. le site. Merci. Merci beaucoup Françoise. Alors un rapide commentaire, une illustration pour dire qu'effectivement le travail des élus, Françoise Laborde vient de l'illustrer à travers ce travail sur les textes concernant Babilou. Voilà, c'est ça qui se fait. C'est ça la réalité du travail des parlementaires et c'est ça qui peut nous permettre d'irriguer la laïcité. Et pour ce qui concerne les élus locaux, toujours cette même remarque que celle que j'ai faite à Monsieur Chiche, c'est-à-dire que ce qui manque avant toute chose dans notre pays, et c'est totalement paradoxal mais c'est la réalité, c'est la formation à la laïcité, que ce soit celle des élus, que ce soit celle des cadres intermédiaires du public et du privé, voire de nos dirigeants, car la laïcité est quelque chose qui est beaucoup plus complexe et beaucoup moins évident à comprendre qu'on ne le pense à première vue, et que pour s'assurer et se persuader et se pétrir de l'idée qu'il s'agit du plus grand bouclier que nous ayons à notre disposition pour maintenir nos libertés, il faut comprendre comment ça marche. Et ça n'est pas de la science infuse.
Pour finir sur des notes positives, parce que quand on se met tous ensemble, on réussit, hein, bien sûr, à faire passer des choses. Et dans le projet de loi égalité et citoyenneté, on avait par exemple déposé des amendements sur le contrôle plus important de l'instruction à domicile, de l'instruction privée hors contrat. Et c'est passé. Et il commence à y avoir plus de contrôle. En Haute-Garonne, justement, toujours, on a fermé plusieurs établissements hors contrat. Par contre, les amendements sur le régime particulier en Guyane, on m'a dit que c'était des cavaliers. Voilà. Et les cavaliers chez nous, ça veut dire que c'est un petit peu à la marge du texte de loi dont on discute et c'est éliminé d'office. Donc Charles X a encore de beaux jours devant lui. Merci. Je propose que nous groupions les questions pour Françoise Laborde et pour Madame Florennes pour qu'elles ne prennent pas trop de retard et que nous ne prenions pas trop de retard dans notre agenda.